Bonjour Olivier Falorni, merci Bonjour. de venir ce matin sur France Info. On est une semaine après la mort de Quentin Derenque, c'est le temps judiciaire. Donc on a appris hier qu'un certain nombre des 11 interpellés, 7 pour être plus juste, ont été mis en examen pour homicide volontaire ou complicité par instigation. Déjà, votre sentiment, vous qui avez été à l'Assemblée cette semaine, j'imagine que le climat politique est lourd de par la mort de ce jeune homme, mais aussi par les conséquences politiques que cela peut avoir. Oui, le climat politique est lourd à l'Assemblée nationale, mais il l'est dans le pays. On a le sentiment quand même d'une forme de guerre civile entretenue par des mouvements ultras, qu'ils soient de gauche et de droite. Et d'ailleurs, vous savez, quand on entend le mot ultra, faut avoir tout de suite un frisson d'épouvante. Parce que l'extrémisme, vous savez, François Mitterrand disait le nationalisme c'est la guerre, l'extrémisme c'est la guerre civile. Et donc moi je redoute que ce pays ne tombe dans l'affrontement entre ultra-gauche et ultra-droite, il faut l'éviter à tout prix. Les propos des parents de Quentin Derenque ont été d'ailleurs très apaisants par rapport à cette fameuse manifestation prévue samedi. Je trouve qu'ils ont un message digne en disant pas de récupération politique, ils ne participent pas à ce rassemblement. Je trouve que ça participe de l'apaisement nécessaire. Alors on va revenir sur les conséquences politiques. Vous faisiez allusion à l'instant à cette marche blanche qui doit avoir lieu entre autres à Lyon. Vous pensez que, comme l'a demandé le maire de Lyon, Grégory Doucet, qu'il faut l'interdire ? Je pense oui, parce que le pédigré des organisateurs ne présage rien de bon, non seulement parce que ce sont des groupuscules d'extrême droite qui l'organisent, mais aussi parce que l'ultra-gauche s'organise en face pour pouvoir contrer. Donc on n'est plus dans la marche blanche, on n'est plus dans l'hommage. D'ailleurs, les parents de Quentin Derenque ne souhaitent pas s'y associer. Donc je pense qu'il faut éviter ce genre de situation qui entraînerait encore des violences. On n'a pas besoin de ça. Alors on a mis dans cette affaire en cause la Jeune Garde, alors certes dissoute, même s'il y a un recours, la dissolution est effective, et son lien avec la France Insoumise, puisque l'un des députés, Raphaël Arnaud de la France Insoumise, est l'un des cofondateurs de la Jeune Garde. Est-ce que vous dites, vous, comme beaucoup aujourd'hui, que la France Insoumise a une responsabilité, bien évidemment pas dans la mort de Quentin Derenque, mais dans le climat instauré par Jean-Luc Mélenchon et son mouvement ? Il est clair qu'à l'Assemblée nationale, il y a un climat de violence verbale, mais des deux côtés de l'hémicycle, qui n'est pas propice à la sérénité, c'est clair. Après, moi, je ne veux pas porter d'accusation, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Les responsabilités doivent être établies. Si M. Arnaud a un lien direct, et s'il a a fortiori incité à participer à ce genre d'exaction, il devra rendre des comptes. Moi, je dis simplement que les mouvements situés à l'extrême gauche et à l'extrême droite doivent absolument rompre le cordon ombilical avec ces groupuscules d'ultra-gauche et ces groupuscules d'ultra-droite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, le cordon n'est pas totalement coupé, semble-t-il. Alors, le mot cordon est très à la mode, puisque le Rassemblement national dit qu'il faut créer un cordon sanitaire vis-à-vis des LFI. Est-ce qu'on n'est pas un peu, sans mauvais jeu de mots, avec le Rassemblement national, à front renversé? Il y a peu, on parlait de front républicain, et là, il y aurait un cordon sanitaire, ce qui ferait que face à un candidat LFI et peut-être à Rassemblement national, il faudrait que l'ensemble de la classe politique choisissent le Rassemblement national. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas une récupération politique? Alors, en ce qui concerne le cordon ombilical du Rassemblement national avec un certain nombre de groupuscules d'ultra-gauche, moi, je voudrais être sûr qu'il est coupé. D'ultra-droite, pardon. Je voudrais être sûr qu'il soit coupé. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Par ailleurs, moi, les extrêmes dans ce pays, quels qu'ils soient, m'effraient. Voilà, ils m'effraient. Je suis quelqu'un qui prône la République, liberté, égalité, fraternité, et c'est synonyme d'apaisement. Donc vraiment, moi je ne suis pas dans la récupération, la stigmatisation. Je crois que chacun maintenant doit avoir la responsabilité de veiller à faire tomber la pression et de se rappeler en permanence que les mots peuvent avoir des conséquences. Et je dirais même, parfois, les mots tuent. Donc vraiment, j'en appelle à tous les responsables politiques de mesurer la portée de leurs mots et parfois la violence de leurs mots
qui peuvent avoir des conséquences dramatiques comme celles que nous avons connues il y a quelques jours. Un dernier mot sur cette affaire. Le président de la République, qui était en Inde, a dit, alors il a réagi en 2 temps, mais sa dernière déclaration, les partis extrêmes doivent faire le ménage, extrême gauche, en l'occurrence extrême droite aussi, qui a dans ses rangs des militants qui justifient l'action violente. Ça rejoint ce que vous venez de dire. Est-ce que ce sont des mots qui apaisent après que le président de la République ait décidé de classifier lui aussi la France insoumise à l'extrême gauche? Est-ce qu'on est dans un discours vraiment apaisant quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale? En tout cas, moi, c'est le discours que j'essaye de porter. Je le dis, je le redis, les mouvements d'extrême gauche, d'extrême droite doivent vraiment prendre toute leur distance avec ces groupuscules violents et dangereux pour la République. Alors, on va passer à un sujet qui vous concerne, parce que vous êtes député d'une circonscription de Charente-Maritime et qui concerne énormément de Français. On est à 37 jours de crue. Est-ce que le politique est dépassé par les enjeux du dérèglement climatique? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir? On sait que ces inondations vont se multiplier. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi le dérèglement climatique. Vous en pensez quoi, vous, comme, je dirais, élu de circonscription et politique en général? Oui, d'abord, ce qui se passe est dramatique. Alors, dans mon département de la Charente-Maritime, nous sommes encore en vigilance rouge. 3 départements en France sont encore ainsi classés. C'est dramatique parce qu'il y a une récurrence. Cela fait 3 fois en 5 ans que les habitants de Saintes sont victimes de la crue de la Charente. Et puis une intensité, parce que là, on est à 6,30 m, 6,40 m. Il faut se rappeler que la crue centenaire de 1982 était de 6,80 m. Donc il y a une récurrence, il y a une intensité. Et effectivement, on peut parler de dérèglement climatique. Certains disaient « Ah bah oui, vous voyez, le réchauffement climatique, on est loin de la canicule ». Mais d'ailleurs, le terme de réchauffement climatique, finalement, ne doit pas être utilisé parce qu'il crée du doute. Non, c'est du dérèglement climatique, avec les conséquences en termes de canicule, d'incendie l'été et d'inondations durant cette période, doublée d'une tempête Pedro que nous avons connue, parfois d'un mauvais entretien des digues. Donc tout cela crée des situations dramatiques. Alors le politique a son rôle. Moi je crois que rien n'est perdu. Il faut garder la détermination d'agir et justement de ne pas lever le pied sur des politiques volontaristes en matière de développement durable. Donc non, rien n'est perdu, mais c'est vrai que face à ces mouvements, face à ces crues, voilà, l'eau c'est terrible. Moi je pense vraiment à tous ces foyers. Il y a 2000 maisons qui sont touchées à Saintes, 1000 inondées. Ça fait 36 jours qu'ils subissent des pluies permanentes. Je pense à eux parce que c'est vraiment terrible. Alors revenons à ce qui vous amène aussi, ce texte sur la fin de vie qui revient à l'Assemblée après avoir été rejeté par le Sénat pour des raisons diverses et variées, en particulier un détricotage volontaire des sénateurs républicains qui avait terminé par cette version non plus d'un droit à l'aide à mourir, mais au droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance. Vous avez ressenti quoi dans le débat sénatorial, vous qui aviez réussi comme rapporteur à un vote transpartisan à l'Assemblée nationale? Bon, en fait, ça n'avait fini par rien du tout, en fait, puisque les sénateurs, qu'ils soient contre ou qu'ils soient pour, finalement, avaient rejeté leur propre texte. Un positionnement politique pour vous uniquement, pas sociétal? Oui, politique. Et puis, vous savez, il y avait une forme de tactique, entre guillemets, qui visait à faire croire aux Français qu'ils étaient pour le principe, mais dans la réalité du texte, le rendait impossible. Donc, au final, le Sénat a rejeté son propre texte. Donc, nous sommes repartis du texte de l'Assemblée nationale voté en première lecture. Nous travaillons, en commission, il a été renforcé. Nous travaillons actuellement en séance. Et j'espère que mardi prochain, le texte sera voté à nouveau en deuxième lecture. Quand je dis deuxième lecture, en fait, on pourrait parler de troisième lecture. Parce que vous savez, on avait déjà eu ce débat en 2024 et la dissolution avait interrompu ce débat quelques jours avant le vote. Donc, on est en fait en troisième lecture. On a l'impression que cette nouvelle lecture crispe un peu plus les choses. Je vais citer le député Philippe Juvin, des Républicains, médecin, qui sur le plateau des 4V cette semaine disait qu'il faut une égalité devant les soins comme préalable. Il dit garantir l'égalité devant les soins avant de légaliser l'euthanasie. J'imagine que ça ne vous satisfait pas, ce genre d'opposition? Alors, l'égalité devant les soins, évidemment que j'y suis favorable. Moi, je suis un militant du développement des soins palliatifs. Il y a des manques d'unité. On dit que il y a, en 2024, 21 départements n'en disposaient pas. En 2025, plus que 18 et il n'y en aurait plus que 5 en 2026. Oui, ça progresse dans ce sens-là. Ça progresse. Il y a une stratégie décennale pour mettre plus de moyens sur les soins palliatifs.
Moi, je suis un défenseur de l'aide active à mourir, mais je suis aussi un militant des soins palliatifs. L'un et l'autre ne s'opposent pas. Les soins palliatifs sont la réponse primordiale. L'aide à mourir est un ultime recours nécessaire dans un certain nombre de situations, donc il ne faut pas opposer les uns et les autres. Et moi, je souhaite vraiment que l'on puisse demain avoir ce droit fondamental, qui est un droit de liberté, d'égalité et de fraternité à mon sens, et tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc moi, je souhaite vraiment qu'on puisse avoir à nouveau ce débat apaisé. Il l'est très sincèrement. Quand on se souvient des débats sur l'IVG, quand on se souvient des débats sur le mariage pour tous, qui avaient donné lieu à des prises de position insensées, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a su trouver à la fois un texte d'équilibre, solide et cohérent, et un débat qui reste apaisé, contrairement aux réseaux sociaux d'ailleurs, mais dans l'hémicycle, ça garde sa tenue. Alors vous pariez sur une adoption dans les prochains mois. Est-ce que si par hasard il y avait un enlisement avec une absence de commission mixte paritaire, est-ce que vous pensez que le président de la République est toujours sur cette idée qu'en cas d'enlisement, ça pourrait être l'objet d'un référendum? Ou est-ce que vous pensez que le plus simple serait quand même que ce soit par la voie parlementaire que ce texte soit adopté après une nouvelle navette? Mais la voie parlementaire est la voie normale. Et le président de la République, à ma connaissance, a nommé ce gouvernement, a nommé le Premier ministre. On n'est pas en cohabitation. Donc il y a une chose très simple. A choisi d'en faire deux textes distincts. Dont acte. Et vous savez, quelque part, ça a renforcé la légitimité du texte sur l'aide à mourir. Parce que là, pour le coup, les députés ont voté pour le principe de l'aide à mourir et son implication. Donc au moins, les choses sont claires. Le président de la République, s'il souhaite que le texte soit voté avant l'été, comme je le souhaite, il doit donner clairement la consigne au gouvernement d'inscrire sur son temps de débat le texte. À l'Assemblée nationale, il l'a fait pour la deuxième lecture. Au Sénat, après les élections municipales. Et ensuite, enclencher la dernière phase, et notamment l'Assemblée nationale, qui probablement sera amenée à avoir le dernier mot, comme c'est la règle dans nos institutions. Donc, a priori, un vote mardi à l'Assemblée. Ensuite, oui, il y aura une interruption avec les élections municipales. Et donc, on en reparlera juste après au Sénat et on verra comment... Normalement, fin mars, début avril, le Sénat devrait être à nouveau convoqué pour étudier le texte en seconde lecture. Merci Olivier Falarni et bonne journée. Merci d'être venu sur France Info.